à toutes et à tous, bienvenue, merci d'être avec nous dans cette toute première édition de l'événement Et maintenant je fais quoi? Un événement imaginé par l'ESG pour vous permettre d'en savoir un peu plus sur les métiers dont on va parler. C'est une grande journée sur l'orientation. On va vous aider à vous poser les bonnes questions pour mieux cerner vos envies et puis savoir quelles sont les meilleures formations pour pouvoir bien réussir dans vos choix de carrière. Alors, je me présente, Virginie Valentini, je suis journaliste et je vais animer cette table ronde consacrée au métier de la communication. Voilà, donc l'objectif, je le disais, c'est de vous permettre de mieux comprendre quels sont les métiers qui s'exercent dans ce domaine et ce, grâce aux témoignages, au retour d'expérience de 3 grands professionnels de ce secteur. Livia Tardiveau, vous êtes chargée de communication au sein de l'ESG. Bonjour Livia, merci d'être avec nous. Oui, bonjour à tous. Également avec nous, Quentin Labat, vous êtes directeur marketing et communication France du groupe Galileo Global Education. Bonjour, bonjour Quentin. Bonjour à toutes et à tous. Et puis avec nous également Emmanuelle Faure, consultante en marketing et communication, ancienne directrice marketing dans l'événementiel sur les grands salons. Bonjour Emmanuelle. Bonjour à tout le monde. Alors je vais revenir vers vous dans un instant. Avant cela, quelques mots de cette table ronde. On va se donner une 30 à 40 minutes pour pouvoir échanger. Et sachez que vous avez la possibilité, vous qui êtes connectés, eh bien, de poser vos propres questions via le chat. C'est la modératrice Kimia qui me relaiera vos questions. Kimia, à qui je laisse la parole quelques instants pour qu'elle vous explique aussi les règles de ce live. Bonjour Kimia. Bonjour à tous. Alors je suis Kimia, je suis la modératrice de cette conférence. Je vais vous rappeler les règles à respecter durant le live. Alors, quelques règles de bonne conduite. Il faudrait rester poli dans vos messages. Encourager les intervenants en leur posant des questions. Vous m'entendez? Oui, on vous entend. On vous entend, Kimia. Encourager les intervenants en leur posant des questions tout le long du live. Et des questions personnelles, alors vous pouvez me les poser directement par message privé. Je pourrai y répondre pendant le live. Et aussi, pas de publicité et on reste poli. Voilà. Merci beaucoup. Merci Kimia. Alors, quand on parle de métier de la communication, ils sont nombreux, ils sont variés. Communiquer, c'est quoi? C'est à la fois informer, faire connaître, transmettre, partager des informations, des connaissances. C'est aussi valoriser l'image d'une entreprise, l'image d'une marque ou encore d'une personne. C'est susciter de l'intérêt grâce à des moyens de communication qui, on va le voir, évoluent en permanence. Je vais me tourner tout d'abord vers vous, Quentin Labat. Vous êtes, je le disais, directeur marketing et communication France du groupe Galileo Global Education. C'est un poste que vous occupez depuis près d'1 an. Est-ce que vous pouvez nous expliquer dans les grandes lignes quelle est votre mission? Avec plaisir. Donc Galileo Global Education, c'est le groupe qui pilote un certain nombre d'écoles, parmi lesquelles le groupe ESG et l'intégralité des écoles. Donc je connais assez bien le ESG. Et ma mission principale, c'est d'essayer pour chacune des écoles et des marques qui se dissimulent derrière ces écoles. On a à peu près 28 marques en France au sein du groupe Galileo Global Education, de les faire grandir, de leur donner une direction, de leur donner un sens, et avant tout un sens pour les étudiants et les étudiantes qui s'y rendent, et également pour le monde de l'emploi et le monde professionnel. La mission de Galileo Global Education étant vraiment la professionnalisation et étant vraiment d'essayer d'inciter à connecter les études avec le monde de l'emploi, ce qui est notre mission principale. Et alors, parlez-nous de votre parcours. Qu'est-ce qui vous a conduit à ce poste? Alors moi, c'est un virage un peu récent que j'ai pris, puisque auparavant, j'ai fait toute ma carrière en agence créative. Alors j'entends par agence créative l'intégralité des agences dans lesquelles on va avoir des métiers liés à la communication et au cœur de laquelle on trouve de la créativité, donc des agences de publicité, des agences digitales, des agences de branding, qui sont des typologies sur lesquelles on pourra revenir un peu plus tard. Et donc principalement 2 groupes, un groupe américain qui s'appelle BBDO, qui est l'un des plus anciens groupes de communication. Et j'ai travaillé en France et aux États-Unis pour le groupe BBDO. Et j'ai travaillé sur de très très nombreuses marques. Alors Pepsi a été la première marque sur laquelle j'ai travaillé. J'ai travaillé sur Eurostar, j'ai travaillé sur diverses marques du groupe Mars. Et ensuite, dans un second temps, pour une agence du groupe Havas, qui s'appelait jusqu'à très récemment Rosa Parks et qui s'appelle désormais Rosa Paris. Agence pour laquelle j'ai énormément travaillé pour un nombre de marques assez conséquent, mais beaucoup pour Monoprix, dont j'ai supervisé l'intégralité des équipes. Donc les petites blagues sur les packaging, je suis un peu coupable de ça.
Ok, on sait tout. Emmanuel Faure, vous êtes vous consultante en marketing et communication, avec derrière vous une grande expérience de directrice marketing dans l'événementiel. Alors tout d'abord, expliquez-nous en quoi consiste votre métier aujourd'hui de consultante. Alors aujourd'hui, en effet, moi je fais du conseil aux petites entreprises, aux TPE, quelques PME aussi, et aussi aux entrepreneurs pour en fait les aider à communiquer, à faire comprendre leurs produits, leurs services au plus grand nombre en gros, pour arriver un peu à vulgariser aussi ce qui est très technique dans l'ingénierie, dans l'industrie, et puis pour adapter en fait sa communication à chaque client, savoir bien cibler et puis du coup plus vendre. Et donc, en fait, je les aide à trouver les bons messages avec au bon moment, communiquer au bon moment et aussi à se différencier par rapport à la concurrence. Donc, tout ça, c'est toujours lié un petit peu au marketing à la base, qui est ma formation de base. Et, euh, et voilà. Oui, justement, j'allais parler de votre formation. Vous Oui. êtes passé par l'ESG, puis vous avez débuté sur les salons. C'est ça. Moi, je suis passée par l'ESG en admission parallèle, donc où j'ai fait 2 années, dont une année internationale à Londres, et avant j'avais fait 4 années de fac. Donc comme quoi, j'ai un double cursus fac, maîtrise sciences techniques, MST, économie de gestion anglais, et après donc l'ESG m'a permis, en ayant fait mon mémoire sur la gestion des déchets à l'époque, j'étais assez précurseur dans l'environnement, de trouver du travail chez un organisateur de salon et d'exposition sur un salon Polytech de l'environnement. Voilà, où là, j'ai commencé comme responsable promotion au départ, puis après, je suis montée responsable communication, responsable com et marketing, puisque dans les salons, on fait les deux. Et après, donc j'ai changé de groupe au bout de 11 ans. Je suis partie chez d'autres organisateurs de salons et en gérant des salons toujours en B2B industriel, de toutes sortes, en fait, tout secteur d'activité. Et je suis sortie à un petit moment du monde des salons pour avoir la casquette exposante, puisque j'étais dans le funéraire, où là, en fait, je travaillais pareil, en direction marketing, communication et en gérant des équipes pour aussi avoir un côté. Il y avait aussi un volet événementiel en étant présente sur le salon des maires et en gérant tout le stand. Voilà en gros. Et donc après, je suis retournée dans le monde des salons parce qu'en fait c'était une vraie passion et j'ai décidé de me mettre à mon compte donc il y a 4 ans maintenant. Toujours en communication. Merci pour ces mots sur votre parcours. Livia Tardivou, bonjour. Je disais, vous êtes vous chargée de communication au sein de l'ESG sur le campus de Tours, mais vous avez débuté en tant qu'attachée de presse. Expliquez-nous, parlez-nous de ce parcours. Bonjour. Oui, alors moi, ça fait 5 ans que je suis à l'ESG Tours en tant que donc je suis chargée de communication, je représente l'école et j'ai commencé effectivement par le métier d'attachée de presse. Qui est un des métiers de la communication donc qu'on retrouve. J'ai fait un DUT information communication métier du livre puisqu'à la base je me destinais à être à travailler dans l'édition ou la librairie, je ne savais pas encore. Et lors de mon DUT, j'ai découvert ce qu'était la communication puisqu'on a organisé un événement qui est la fête du livre d'Aix-en-Provence et c'est là où la communication m'a vraiment attirée et tout ce qui était événementiel. Donc par la suite, j'ai intégré l'EFAP, donc l'école française des attachés de presse. J'étais plutôt donc destinée à travailler en tant qu'attachée de presse dans l'édition. Et pour finir mon cycle d'études, j'ai fini par faire un master communication des organisations pour avoir toucher un plan plus large des métiers de la com. Donc j'ai commencé par travailler à Paris en tant qu'attachée de presse à la suite de mes études. Pour finir donc sur Tours, j'ai déménagé pour raisons personnelles et j'ai trouvé donc ce métier j'ai intégré l'ESG Tours en tant que chargée de communication. Voilà. Et alors en quoi ça consiste, chargée de communication? On donnera vos missions plus en détail tout à l'heure, mais dans les grandes lignes, qu'est-ce que c'est? Quelle est votre mission? Alors, comme je le disais, je représente l'école. En fait, mon rôle, c'est d'informer les étudiants sur ce qu'on fait au sein de l'ESG Tours. Je crée des contenus. Je représente l'école. Je suis sa porte-parole. Voilà, donc j'accompagne les étudiants aussi dans leur orientation grâce à ça. Je les informe sur nos formations par le biais de plusieurs leviers. Ça peut être par les réseaux sociaux, les salons. Voilà, je suis la représentante, en tout cas une des représentantes de l'école
Voilà. Merci. Je vais revenir vers vous, Quentin. Vous avez avec Emmanuel la double casquette marketing-communication. C'est très lié et en même temps, c'est important de faire la distinction. Oui, tout à fait. Alors, en fait, je pense qu'il y a un débat. Chaque personne a sa propre définition du marketing et de la communication, et c'est ça que je trouve assez amusant, c'est que selon les professionnels auxquels vous adressez, vous aurez à chaque fois des définitions différentes. Moi, je vous donne la mienne, hein, elle est subjective, hein, donc après, elle est parfaitement discutable. Emmanuel, n'hésitez pas à me reprendre. Pour moi, le marketing, c'est la mise en marché d'un produit ou d'un service. Donc, ça consiste à vraiment définir les contours d'un produit ou d'un service. Donc, si on prend un exemple, j'en sais rien, si vous vendez une voiture, ça va consister à travailler avec les ingénieurs qui conçoivent la voiture, avec les designers et essayer de faire en sorte que le produit correspond aux attentes d'un public. Faire en sorte qu'on n'a pas juste une voiture qui est conçue avec une ingénierie et un design qui ne correspond à personne et pour lesquels il n'y a pas d'attente. Donc c'est quelque chose qui est assez proche du produit, puis ça consiste à déterminer son prix, de déterminer également sa distribution, éventuellement ses canaux de point de contact. Et la communication, c'est vraiment l'élaboration des messages et des histoires et de la narration autour d'une marque, d'un produit, d'un service. Donc c'est vraiment un élément qui consiste à connecter et traduire une proposition en un message. C'est aussi bête que ça, comme quand on a une conversation entre deux personnes. C'est aussi basique que ça. Emmanuel, vous allez dans ce sens-là. C'est important aussi d'avoir la double Oui. casquette. C'est Tout enrichissant et voire crucial. Tout à fait d'accord avec Quentin. C'est vraiment ça. Et c'est vrai souvent, on fait pas du tout le distinguo. Donc, en fait, le marketing arrive vraiment en amont. Et c'est pour ça que je pense que c'est pas indispensable, hein. Moi, j'ai géré, enfin, dans mes équipes, j'avais des personnes qui n'avaient fait que de la communication. Mais moi, j'ai toujours trouvé ça hyper enrichissant d'avoir les deux, le marketing et la communication, parce qu'en fait, la com, c'est de l'aboutissement, finalement. C'est vraiment, le marketing est vraiment en amont. Et sur une échelle, c'est facile de comprendre que le marketing va étudier en fait le marché, voir s'il existe vraiment un débouché pour son produit, son service, et pour pas faire de la communication dans le vide en fait, et pour savoir sur quels réseaux sociaux on peut communiquer à l'heure actuelle. Si on n'a pas fait une étude des cibles, du marketing en fait du marché et des concurrents, eh bien on risque de communiquer bêtement et perdre son temps et le message ne passera pas. Voilà. En tout cas, à minima, il faut travailler avec des spécialistes du marketing si on n'a pas Oui. cette casquette-là. Alors, lorsqu'on Voilà. débute dans la communication, on peut travailler chez un annonceur ou en agence. Vous, Quentin, vous avez fait le choix de l'agence. Expliquez-nous pourquoi. Pourquoi est-ce important selon vous ou intéressant? Alors moi, je suis tombé dans le milieu de l'agence totalement par hasard. Donc au départ, c'était pas du tout prévu comme ça. En revanche, ce qui m'a plu et ce qui a fait que j'y suis resté pendant un certain temps, c'est il y a une intensité en agence. Quand je dis intensité, c'est pas nécessairement. Bon, il y a une charge de travail qui est certaine et qui est en général supérieure à la charge de travail qu'on a chez l'annonceur. Mais moi, quand je parle d'intensité, j'en parle de façon positive. C'est intense parce qu'il se passe toujours plein de choses et qu'on a une diversité de sujets extrêmement grande sur lesquels on est amené à travailler. Je vous racontais tout à l'heure, j'ai pu travailler aussi bien sur une marque de soda américain, donc Pepsi en l'occurrence, que sur de la mobilité avec Eurostar, sur des problématiques extrêmement diversifiées, des problèmes à résoudre qui sont extrêmement diversifiés. Et ça, c'est tout à fait galvanisant d'être en agence pour ça, d'avoir cette diversité-là qu'on retrouve moins chez un annonceur. Et alors, justement, là, j'ai une question. Et vous avez commencé à y répondre. C'est est-ce qu'un passage en agence de communication est obligatoire pour la poursuite de ma carrière? Je souhaite travailler dans de grands groupes côté annonceur. Alors pas du tout. Enfin, moi je vous donne mon avis personnel, hein, mais une fois de plus, rien n'est scientifique là-dessus. Pas du tout. Il y a énormément de talents qui démarrent directement chez l'annonceur, qui sont très heureux là-bas et qui poursuivent leur carrière là-bas. Je pense qu'en fait, la vraie question à se poser, c'est qu'est-ce qui me correspond le mieux, qu'est-ce qui me convient le mieux. L'univers de l'agence où c'est plus intense, mais avec les avantages et les inconvénients, c'est-à-dire on travaille sur une grande diversité de sujets, mais en général, on a une charge de travail qui va être un peu plus élevée, ça va aller un peu plus vite, et ça demande une autonomie un peu plus grande. Et puis, travailler au sein d'une marque ou d'une entreprise côté ce qu'on appelle, nous, dans le jargon, annonceur, et où là, le rythme en général est un petit peu plus souple. Et en revanche, c'est un sujet on va travailler autour d'un sujet qui va être une industrie, qui va être une seule industrie. Donc, c'est un choix personnel à faire, et il n'y a absolument pas de meilleur chemin à suivre. Et alors, il y a cette question, dans quel secteur un chargé de communication peut-elle travailler? Et ça peut être très vaste, justement, en fait. Tout ce que vous voulez.
tout ce que vous pouvez imaginer en termes de produits et de services. C'est ça qui est génial, c'est que les disciplines du marketing et de la communication s'appliquent à tout. On peut être amené à travailler sur des sujets de mobilité jusqu'à des sujets d'agroalimentaire. On peut être amené à travailler dans l'univers de la mode, dans l'univers du sport. Tout est possible et tout est intéressant. À condition de trouver ce qui nous correspond le mieux en termes d'affinité. Alors, Livia, vous travaillez non pas dans une agence, mais au sein de l'ESG. C'est un métier qui requiert d'être un peu couteau suisse quand même. Il faut être débrouillard. Vous faites de la communication à 360 degrés. Oui, tout à fait. Le métier de communicant, c'est un métier extrêmement polyvalent, ce qui en fait vraiment sa force. Hein. C'est très intéressant, c'est pas routinier, puisque moi, par exemple, dans mes missions pour l'ESG, je crée des contenus, donc ça passe par du rédactionnel. Donc on va écrire des articles, restituer une interview d'étudiants en vidéo. Donc on va créer des vidéos, on va gérer des réseaux sociaux. Donc c'est aussi de la création de contenu. On va également organiser des événements. Donc ça peut être des événements internes à l'école pour les étudiants de l'école. Ça peut être des événements par exemple tout ce qui est salon, forum d'orientation, y participer, créer le stand pour l'école, ce qu'on va y mettre sur le stand, et bien sûr renseigner les étudiants ou les parents lors des salons. Voilà, donc il faut vraiment être polyvalent, il faut vraiment être débrouillard aussi, très curieux, être au fait un peu de toutes les tendances qui se passent, puisque la communication, on est une société de communication et d'information, donc ça bouge énormément. Voilà, c'est vraiment c'est très très intéressant parce que, comme je disais au début, très peu routinier. Très varié. Emmanuel, vous qui avez longtemps travaillé, je disais, dans l'événementiel, notamment sur l'organisation des grands salons, comment ça fonctionne dans ce domaine? Comment est-ce que l'on monte un événement? En fait, c'est ce qu'on vient de voir justement. C'est à peu près les mêmes choses. C'est assez identique, hein. La différence, c'est que du coup, voilà, on est responsable de la fréquentation en termes d'exposants et de visiteurs pour faire venir. L'objectif en fait du métier de communicant sur des salons, c'est de faire venir le maximum d'exposants, de visiteurs pour que ça soit un succès en fait. Donc que tout le monde soit content. Donc le communicant, il va à la fois être chargé d'établir un plan de communication dans le temps, les plannings. Il va être beaucoup dans les plannings et dans le développement après de supports de communication. Donc c'est à peu près les mêmes qu'en entreprise hein, finalement. Nous on va faire avec des agences de communication en général. Donc on travaille avec des attachés de presse aussi pour faire des communiqués de presse. Il y a beaucoup de rédactions en effet et des plaquettes, des cartes d'invitation, des pubs à sortir. Voilà, donc c'est ça, c'est riche et varié. Et en même C'est très temps, chronophage aussi, j'allais dire. Oui, c'est très chronophage aussi, oui. Et il faut aussi piloter la stratégie digitale. Voilà, il y a beaucoup de choses, et tout ce qui est veille documentaire, il y a beaucoup de veille à faire parce qu'en effet, comme on le disait à l'instant, c'est un métier qui évolue. Donc, il faut être au courant quand même de qui a beaucoup évolué hein, depuis que j'ai commencé, moi, il y a 24 ans maintenant. Donc, il faut être au courant de tous les nouveaux outils. Voilà, on s'ennuie pas. C'est ça qui est passionnant. Et alors, on imagine avoir à la fois de la rigueur, de la méthode, du dynamisme, aussi une capacité à s'adapter aux imprévus. Il y a une part de stress. Alors oui, dans le métier d'événementiel, c'est un des métiers les plus stressants qui existent au niveau surtout de l'organisation de salons, mais pareil en agence événementielle. C'est-à-dire qu'on a une deadline, il faut que le salon sorte à une date précise. Donc on travaille en équipe main dans la main, mais il faut que tout se passe bien et il y a tout le temps des imprévus. Donc c'est ça aussi qui fait la passion du métier, c'est que alors ce qu'il faut avoir, c'est un goût prononcé pour, je dirais, le travail en équipe. Il faut pouvoir travailler en équipe. Si on aime être seul, c'est pas la peine de travailler dans la communication événementielle. Après, il faut avoir évidemment un bon sens de l'organisation. Ça, je pense que c'est hyper important. Et puis, je dirais qu'il faut être créatif, il faut être curieux. Ça, c'est pareil, c'est des grandes qualités. Et puis, ce que je peux ajouter, faut savoir, faut être bon en rédaction et savoir bien rédiger pour être à l'aise dans ce métier. Et alors, Quentin, est-ce que vous diriez que c'est stressant également?
Ça dépend en fait, ça dépend de quoi vous êtes fait et de quoi et de votre façon de fonctionner. Certaines personnes s'ennuient très vite. Donc, si vous vous reconnaissez dans votre capacité à vous ennuyer très vite et à avoir besoin que ça bouge tout le temps et qu'il se passe tout le temps des choses, vous allez vous éclater en agence. Si vous avez besoin de quelque chose d'un peu plus structuré, où on a un rythme un petit peu plus prévisible, l'annonceur sera peut-être plus adapté. Après, il y a des grands changements qui s'opèrent en ce moment qui sont super intéressants. C'est que l'annonceur, toujours le côté entreprise, commence à internaliser de plus en plus de fonctions qui étaient auparavant plutôt dédiées aux agences. Voilà, moi je vous livre mon expérience en ce moment au sein de mon équipe. J'internalise de plus en plus de savoir-faire qui étaient plutôt des savoir-faire d'agence auparavant parce que je veux gagner en indépendance, en autonomie et en créativité aussi au sein de l'équipe. Donc ça dépend aussi dans quelle entreprise vous allez, de la culture de cette entreprise. Vous aurez des cultures qui touchent plus ou moins à certains environnements et c'est à vous de le sentir. Et d'ailleurs, je pense que c'est à ça que ça sert les stages et l'alternance typiquement. Ça sert à faire des essais. On a le droit de se planter, on a le droit de faire des essais, d'aller dans une entreprise dont on se rend compte que ça nous plaît pas. C'est pas grave du tout, c'est fait pour ça. Et voir finalement ce qui nous correspond le plus, parce que l'enjeu, l'intérêt, c'est de savoir, c'est de trouver le domaine dans lequel on s'épanouit finalement, dans lequel on s'éclate. J'ai envie de dire, qu'est-ce qui vous éclate le plus dans vos métiers respectifs aujourd'hui? Livia, Bah, Quentin. oui, Livia, non, Livia, vas-y, Livia. Non, ouais. Moi, ce qui m'éclate le plus, bah, je dirais, c'est ce qu'on disait au début. Moi, c'est vraiment la polyvalence, le fait de rencontrer plein de personnes. Bah, quand je vais interviewer des étudiants ou même des personnes extérieures à l'organisation, on rencontre énormément de personnes de manière différente et on apprend vraiment beaucoup sur des sujets un peu différents à chaque fois. C'est très très enrichissant comme métier, vraiment. Moi, c'est ça c'est vraiment ça que je mettrai en avant. Ouais. Quentin? Moi, ce qui m'éclate, c'est de travailler en équipe, déjà. C'est de travailler avec des gens, des êtres humains, réfléchir ensemble, avoir des idées ensemble. C'est aussi la dimension créative. Et après, c'est ma culture, c'est-à-dire que moi, je trouve ça intéressant d'approcher un problème et de se dire, voilà, on a ce problème à résoudre, on le résout ensemble et tout est possible, tous les chemins sont possibles, il n'y a absolument aucune règle à respecter derrière. Et l'essentiel, c'est d'avoir du bon sens et de l'énergie pour pouvoir derrière chercher ces solutions. Voilà, après ça c'est ma culture, hein, il y a d'autres directions marketing qui fonctionnent différemment. Et vous, Emmanuel, qu'est-ce qui vous motive le plus aujourd'hui après toutes ces années d'expérience? Ce qui me motive le plus, c'est de transmettre justement mon savoir-faire en marketing à des clients qui savent pas ce que c'est ou qui essaient de le faire, qui bricolent et qui ont vraiment du mal. Voilà, donc c'est ça que j'adore, et toucher à plein de secteurs d'activité différents. Arriver à faire communiquer des avocats, des sophrologues, des personnes qui communiquaient pas jusque-là, et des petites TPE qui finalement ont beaucoup de choses à dire mais ne savent pas comment le dire. Donc tout ça, voilà, c'est super intéressant. Alors, il y a une question que je vais vous poser. Est-ce que la communication est passée ou va finir par passer à du tout Internet? Euh, qui doit répondre? Celui qui est le plus inspiré pour y répondre. Ah, ok. Allez, Bon, moi, je peux apporter une Quentin, réponse. Enfin, je peux proposer une réponse. allez-y. Je pense que le digital, l'intégralité des composantes digitales, c'est-à-dire qu'il s'agit d'Internet, des réseaux sociaux, derrière, je pense que vous entendez parler en ce moment des métavers, toutes ces choses-là, un petit peu avec c'est donc les mondes virtuels qui sont très intéressants, vont continuer de prendre de la place, continuer à prendre de la place, continuer à être prédominant dans la communication. Néanmoins, vous pourrez toujours continuer avec grand plaisir et grande crédibilité à créer des expériences physiques. Un magasin, un magazine, on prend toujours autant de plaisir à consulter un magazine, même quand on a 17 ans ou quand on en a 40, ça change absolument rien. Il y a toujours ce rapport au monde physique qui change pas. Quand on va dans une super boutique, vous allez dans un Apple Store, par exemple, l'expérience que vous avez dans un Apple Store est assez extraordinaire. Pourtant, c'est bien un monde physique qui nous est proposé. Donc, ça compte. Enfin, en tout cas, moi, je continuerai à pousser tout ce que je peux pour que le monde digital soit prédominant, bien sûr, mais
qu'on ait également des expériences physiques qui continuent à être proposées parce que c'est intéressant en fait. Et alors, quand on parle du digital, c'est vrai que la communication a évolué énormément. Les outils de communication, on a vu émerger des métiers comme community manager ou même social media manager. C'est important d'être au fait de ces nouveaux métiers et voilà, de ne pas avoir peur de se remettre en question, de se réinventer, être capable de manipuler les nouveaux outils de communication aussi. Emmanuel? Emmanuel ou... Oui, oui, moi je pense qu'en effet, moi j'ai connu l'avant et l'après, et c'est vrai que plus on s'entoure, moi je m'entoure de community managers, de personnes dont le métier est uniquement de faire du référencement sur les sites internet. Voilà, moi c'est des choses que je vais pas faire parce que je vais être plutôt généraliste. Je vais donner les grandes lignes, la stratégie de marketing et de communication, mais à partir du moment où ces métiers alors avant on le faisait pas, hein, on le faisait mal, on le faisait rapidement. Voilà, ce que je peux dire, c'est que maintenant il y a des spécialistes et que ça apporte un vrai plus. Et c'est bien parce qu'on met en avant aussi tous les métiers d'écriture et voilà, des community managers. C'est des personnes qui ont des backgrounds vraiment littéraires et qui jusque-là trouvaient pas de travail. Donc, je pense qu'en effet, ça n'a pas fini d'évoluer, hein, en communication. Donc, c'est une vraie valeur ajoutée. Olivia, justement, dans votre métier, vous, au quotidien, rédiger, écrire, c'est vraiment une des tâches fondamentales, hein, que ce soit en com interne ou en com externe, vous rédigez quotidiennement. Oui, alors si j'ai un conseil à donner aux étudiants qui veulent se lancer dans le domaine de la communication, il faut absolument savoir écrire, être irréprochable sur l'orthographe. Donc pour ça, il n'y a pas 50 solutions, hein. Il faut se cultiver, il faut lire beaucoup. Il faut c'est un gage aussi, de crédibilité, hein, de savoir écrire. bien Une sûr, faute d'orthographe, tout de suite, ça décrédibilise un poste. exactement. C'est la première, de toute manière, dans toutes les offres d'emploi, c'est un des premiers critères que les entreprises mettent en avant, orthographe irréprochable. Si vous aimez pas écrire, voilà, c'est pas la peine de faire ce métier puisque c'est vraiment une des qualités premières qu'on cherche chez un communicant. Alors, il y a l'écriture qui est fondamentale, hein, ne pas faire d'erreur dans ce domaine-là, être un bon rédacteur. Il y a une question, est-ce qu'il faut avoir aussi une formation artistique pour faire de la communication? Est-ce que ça vous semble important, intéressant? Moi, je pense que Tout ça dépend. peut... Vas-y, Olivia, je t'en prie. Merci. Je pense que effectivement, on peut avoir un parcours un peu atypique et lier les deux, puisque dans la communication, la créativité est aussi primordiale quand on va créer un visuel ou des choses un peu plus abstraites, où il va falloir trouver une idée un peu originale pour un événement ou autre chose. Comme je redis, il faut être curieux et effectivement, si on a un peu le sens, enfin même si on a le sens artistique, c'est quand même assez important. Donc pour moi, il n'y a pas on peut avoir fait des études un peu artistiques et mélanger un peu ces études. Quentin? Moi, j'ajouterais que, moi, je suis d'accord avec tout ce que dit Livia, mais j'ajouterais également que ça dépend le métier qui vous intéresse aussi. C'est-à-dire que il y a certains métiers qui demandent vraiment des affinités artistiques. Il y a un métier tous les métiers de graphiste, par exemple, qui sont amenés à vraiment construire des images. Tous les métiers qui sont liés au contenu de marque. Donc, vous allez voir aujourd'hui de plus en plus de marques sont en recherche de construction de contenu, hein. C'est comme, je sais pas si vous suivez Brut aujourd'hui, les formats que propose Brut sur Snapchat, sur Instagram, sont des formats que les marques s'approprient de plus en plus et essaient de plus en plus aussi de raconter. Et ça demande vraiment une forme de créativité et les formations d'école d'art peuvent y amener. Néanmoins, il y a un pan de la communication qui est plus adapté à vraiment la gestion d'une relation avec un client, la gestion aussi d'un budget, la gestion d'une stratégie, les sciences humaines. Quand on se parle de communication, on se parle avant tout de sciences humaines, hein. C'est une fois de plus aussi basique que deux êtres humains qui communiquent ensemble. Donc par conséquent, ce sont des choses qui vont plutôt être portées par des formations d'écoles de commerce ou d'écoles de communication. Des choses comme ça, et tout peut se ramifier derrière sur une université de métier. Mais si vous voulez être graphiste, je vous recommande vivement de passer par une école d'art, ce sera plus facile.
Et alors, on parlait tout à l'heure des qualités requises de manière générale. Il y a une question des différences qu'il y a entre communication vers les entreprises et communication vers les consommateurs. Est-ce que ce sont les mêmes compétences que l'on va aller chercher justement chez les personnes qui exercent ces métiers-là? Pour Emmanuel? ma part, je pense Oui, que oui. Emmanuel. Oui, je pense Non, que c'est c'est les compliqué, mêmes. c'est compliqué les trucs en ligne. C'est les mêmes. Enfin, moi, c'est ce qu'on appelle dans le jargon le B2B et le B2C. Donc, aller sur les entreprises ou sur les consommateurs, les clients, comme nous tous. Moi, maintenant, je pratique les deux et c'est vraiment, c'est les mêmes compétences. En fait, on les a longtemps séparées en pensant que c'était différent, mais en fait, on communique quand même, évidemment pas de la même façon, mais ce sont les mêmes compétences dont on a besoin. On applique vraiment la même chose. Ce sont les Quentin? mêmes Je compétences, sais pas, mais Quentin. pas les mêmes leviers, en fait. Oui, voilà. Tout à fait. Quentin, un mot à ajouter? Pas forcément. C'était Non, ce que vous vouliez dire aussi. je suis d'accord. Et je pense ces métiers-là commencent avant tout par quelque chose de très très simple qui est le bon sens. C'est simplement observer des situations et se dire est-ce que ça a du sens de prendre la parole de telle ou telle façon. Et la base du bon sens, c'est de se mettre dans les baskets de celui qui reçoit le message et de se dire je sais pas si telle personne reçoit ce message-là, est-ce qu'il va comprendre ce que j'essaie de lui dire? Ou est-ce qu'il va être complètement à côté? Je sais pas si ça doit vous arriver de voir des publicités dans la rue et de dire mais qu'est-ce qu'ils ont essayé de me raconter? Je comprends absolument rien à ce qu'ils me disent. Voilà, ce sont typiquement des gens qui n'ont pas commencé par le bon sens dans leur réflexion. C'est assez basique quand même. Alors, pour être pertinent, pour être bon dans ce domaine, quelles seraient vos recommandations en termes de cursus, de formation? Qu'est-ce que vous conseilleriez aux jeunes qui nous regardent? Est-ce qu'une école de commerce vous semble être la formation la plus pertinente, par exemple? Moi, je peux apporter un élément, enfin en tout cas mon avis. Moi, j'ai eu un cursus privé et public. J'ai fait de la fac, un IUT et une école de communication privée. Et pour ma part, pour avoir comparé les deux, enfin le public et le privé, je recommanderais plutôt, enfin en tout cas dans son cursus, si on peut pas faire que enfin c'est intéressant aussi de voir le côté public, c'est de au moins faire un petit bout en école de communication ou de commerce. Pour le coup, elle propose souvent les mêmes formations en communication. L'école de commerce, elle apporterait en plus, je pense, le côté marketing et d'autres notions. Donc, ça peut être extrêmement intéressant. Moi, j'ai eu du marketing en école de communication, mais pas tellement finalement. C'était vraiment communication limite 100%. C'est survolé, on va dire. Survolé, voilà, exactement. Et en tout cas, c'est pas quand même pas les mêmes moyens en école privée. Oui, on paye sa formation, mais derrière, on a un véritable suivi. On a du matériel, on a beaucoup d'expérience en entreprise, aussi bien tant sur l'alternance que en stage, ce qu'on n'a pas forcément en école publique. Et dernière chose surtout, c'est qu'il y a des intervenants professionnels en école privée qu'on a un petit peu à la fac, mais enfin pas, à mon sens, pas assez. Et pour le coup, c'est hyper important puisqu'ils sont en lien direct avec les tendances. Voilà, ils ont un pied dedans, donc on est au fait un peu de tout ce qui se fait en entreprise, et ça c'est hyper important. Ouais, Et Quentin, pour le réseau. C'est ça qui est important, Quentin, c'est que le rôle de l'école de commerce, ça va être de faire le trait d'union avec le monde professionnel, c'est fondamental. Alors oui, et en fait, je pense qu'il y a une chose qui est intéressante à regarder, c'est la nature de diplôme ou de titre qui est délivré à la sortie de l'école. Vous avez alors là je rentre là, c'est mon métier un peu plus, donc je connais un peu plus le sujet. Vous avez deux ministères qui délivrent des diplômes d'État reconnus par l'État. Vous avez le ministère de l'enseignement supérieur privé, le ministère de l'enseignement supérieur, pardon, qui lui va délivrer des diplômes d'État. C'est souvent en général ce qu'on trouve dans le public. Et vous avez le ministère du Travail qui délivre ce qu'on appelle des titres. Le jargon, c'est titres RNCP. Donc, si vous voyez des titres comme ça sur les sites internet, ESG, par exemple, délivre des titres RNCP, donc reconnus par l'État, mais délivrés par le ministère du Travail. Lorsque vous avez des titres, ce sont en général des écoles qui sont professionnalisantes, c'est-à-dire leur idée, c'est de dire le rôle de l'éducation
c'est de vous apprendre un métier et de vous permettre de vous insérer dans la vie professionnelle. Et quand vous allez dans une école qui, elle, vous propose en général des diplômes de l'enseignement supérieur en général, c'est plus académique, c'est moins soucieux de l'insertion professionnelle. Donc, c'est plus pour apprendre des choses plus théoriques. Donc typiquement, c'est en tout cas quel rôle vous donnez à vos études, et ça peut, les deux réponses sont les bonnes, hein. Il n'y a pas de réponse meilleure que l'autre. Mais si ce qui vous intéresse, c'est d'aller dans la vie professionnelle et assez rapidement être confronté à cet univers et pouvoir rapidement travailler au contact de l'entreprise, vous serez beaucoup plus heureux et heureuse en passant par une école qui propose des titres RNCP. Et alors, j'ai vu cette question passer qui, je pense, intéresse aussi pas mal d'étudiants, celle de savoir s'il est vrai que le secteur de la communication est un secteur bouché. Je réponds? Allez, Quentin ou Emmanuel. Moi, je peux répondre aussi. Ouais, vas-y, Pia, commence et je complète. Ouais. Moi, alors oui, c'est un secteur où il y a énormément de personnes qui veulent faire ce métier-là. Il y a plusieurs métiers. Néanmoins, il y a énormément, il y a quand même pas mal d'offres d'emploi. On est dans une société où la communication est extrêmement importante. Et, avec des métiers qui évoluent énormément, de nouveaux métiers aussi qui apparaissent. Exactement. Le digital a permis, comme le disait Emmanuel, des littéraires qui trouvaient pas de travail avant, faut être hyper doué en rédactionnel pour faire ce métier-là notamment. Donc pour moi, il y a quand même il y a quand même beaucoup d'offres d'emploi. Enfin, moi, je vois l'exemple quand je suis arrivée à l'ESG, on m'a appelé 5 fois pour me proposer du travail par la suite. C'est quand même, il y a quand même des offres. En tout cas, et il y a une différence aussi entre Paris où il y a, je dirais, une concentration d'offres plus importante qu'en province forcément, puisque dans les grandes villes en tout cas. Comment? C'est plus difficile de s'installer peut-être en province où il y a moins de alors, postes. Dans les grandes villes en province, il y a, je pense, des offres, mais plus on s'écarte des grandes villes, en tout cas, la communication et le marketing, je pense, se retrouvent plus au niveau des sièges sociaux, en fait, que dans des antennes où c'est pour ça que c'est un peu plus compliqué en province. Ouais. Quentin, sur ce sujet? Moi, je pense que c'est pas du tout un secteur bouché, et parce que je pense qu'on vit dans une société qui plus que jamais place la communication au cœur, hein. Je paraphrase un peu Livia, mais c'est exactement, c'est très juste, et c'est vraiment aujourd'hui tout est communication, et l'importance qui y est donnée est importante. Ça ne veut pas nécessairement dire que vous allez vous retrouver à faire un métier. Il y a 1000 métiers qui gravitent autour de la compréhension de la communication. Là où le secteur est un peu plus compliqué, c'est l'univers de l'agence, des agences créatives, parce que comme je vous l'expliquais avant, comme les directions marketing, communication internalisent un peu plus qu'avant des métiers qui auparavant étaient dédiés aux agences, c'est une industrie qui est un peu plus difficile. Néanmoins, qui est toujours aussi nécessaire, toujours aussi essentielle. C'est juste qu'elle se resserre un petit peu par rapport à avant. Mais vous continuerez à avoir des agences et il y aura une exigence de qualité de plus en plus grande dans les agences, et c'est un métier qui continuera à prospérer, simplement de façon un peu plus réduite qu'il n'a pu être auparavant. Et puis avec aussi de nouvelles dimensions, hein. Les entreprises évoluent énormément. De plus en plus aussi aujourd'hui, vu le contexte, dans des entreprises qui cherchent du sens à donner à leur activité, des entreprises à mission avec tout ce qu'on appelle la RSE. Emmanuel, hein, vous avez d'ailleurs, vous, commencé par un mémoire sur la gestion des déchets. Vous disiez, vous étiez un petit peu avant-gardiste sur ce thème-là. Et ça, c'est aussi une dynamique hyper intéressante aujourd'hui. Et c'est important en tant qu'étudiant d'être sensibilisé à toutes ces problématiques-là. Oui, bien sûr, parce que justement, dans les nouveaux métiers, il y a tout ce qui est comme RSE, comme interne. Je sais que les agences actuelles travaillent énormément sur le sujet. Avec le Covid, il y a eu moins de communication, mais il y a eu plus. En fait, c'est vraiment le système d'un entonnoir, hein. Il y a des choses qui se sont arrêtées et d'autres ont pris le relais. Et tout ce qui est développement durable, RSE, est vraiment au cœur du sujet, y compris dans les salons professionnels, alors qu'on n'en parlait pas avant le Covid. Donc ça bouge. Il faut être au courant en fait de tout ce que ça soit RSE en ce moment, mais ça sera autre chose dans 1 an, 2 ans. Donc, il faut vraiment être curieux et s'informer en permanence sur l'actualité, ce qui se passe en fait dans la vie de tous les jours.
pour être au courant aussi de tout ce qui est économie, bien suivre l'économie pour comprendre les sujets de demain, en fait. Moi, je dirais que c'est ça qui fait que on peut dire que c'est pas bouché, que c'est pas un secteur bouché. Ça rejoint ce qu'on vient de dire. Merci pour ces conseils. Un petit conseil, Quentin, aux étudiants et étudiantes qui nous regardent pour terminer, pour clore cette table ronde. Quel serait le conseil que vous donneriez aux personnes qui veulent s'engager dans cette voie? C'est toujours la question difficile de donner un conseil. Le conseil, c'est soyez vous-même, croyez en vous-même. Non, je pense si vous avez envie de le faire, faites-le. Voilà, c'est tout. Si ça vous intéresse, ça vous plaît, faites-le, vous y arriverez. Il n'y a pas de raison que vous n'y parveniez pas. Et ensuite, après, ce que je vais dire, il y a un biais dans ce que je vais dire parce que forcément, c'est un métier que j'exerce et forcément, c'est forcément une vision que je défends. Et moi, je pense que les écoles qui proposent des visions de l'enseignement supérieur comme un enseignement professionnalisant, je trouve que c'est un chemin qui est plus adapté au monde d'aujourd'hui. Et bon, après, n'hésitez pas à aller prendre conseil auprès de personnes qui ne travaillent pas dans l'enseignement supérieur privé pour avoir un avis un peu plus complet. Mais en tout cas, moi c'est quelque chose dans lequel je crois beaucoup, donc que je continuerai à défendre. Alors, je vois une question qui vient d'apparaître. Hein. Si nous ne pouvons pas nous permettre d'aller dans une école payante, qu'est-ce qui s'en rapproche le plus? BTS, licence. Voilà. On va essayer d'y répondre avant de conclure. Ouais, j'ai fait un DUT information communication à l'IUT. L'IUT, c'est un bon moyen. Et après, on peut faire rentrer à partir d'un bac plus. On a un bac plus 2, on rentre à partir de bac plus 3 en école de communication ou en école de commerce en alternance, ce qui permet de financer. Ne pas avoir à financer. Mais attention, l'alternance, c'est très dense, donc il faut pas non plus faire l'alternance que pour raisons financières, parce que c'est un rythme très intense. Mais c'est un moyen d'y arriver en tout cas. Emmanuel, un petit mot de la fin, allez, un conseil, une réaction par rapport à ce qui vient d'être dit pour terminer. Si vous êtes communicant, voilà, dès le départ que vous voulez faire ce métier, franchement, allez-y, parce que moi j'ai fait et la fac et l'école de commerce, donc je suis pour les deux. Je pense qu'il y a aussi des bons enseignements en licence de communication. Je suis plus pour ne pas faire que de la communication. Moi, je pense qu'il faut élargir. C'est aussi parce que j'ai fait ça, hein, mais je faisais économie, gestion, anglais, avec du droit. Voilà, ça m'a donné un bagage qui m'a permis après, mais c'était en effet assez théorique, hein, même si j'avais eu un stage. L'intérêt après de l'école, qu'on soit en IUT ou en alternance ou pas, c'est moi mes années à l'ESG, ça a été un gros stage, une année à Londres. Voilà, ça permet aussi de travailler en équipe, enfin des tas de choses qu'on n'aura jamais en université. Et parce qu'après en entreprise, il faut travailler en équipe, donc ça apprend beaucoup plus à s'intégrer rapidement dans l'entreprise par la suite. C'est un peu le plus. Donc voilà, après il y a du bon, du mauvais dans tout. Hein, donc je crois qu'il faut aussi faire en fonction de ce qu'on est et de sa personnalité. Et c'est pas donné à tout le monde d'aller travailler, de faire ses études, d'arriver jusqu'à la licence ou le master. C'est compliqué parfois parce qu'on est quand même très seul et surtout en ce moment. Hein. Bon voilà, oui. Plus facile. On est mieux encadré en école, hein. Donc ça c'est sûr. Merci beaucoup. Hein. C'est la fin de cette table ronde. Voilà, le chrono tourne. Il est temps de conclure. Merci Quentin, Emmanuel et Livia pour votre temps, votre partage d'expérience. Merci à vous qui étiez connectés, qui avez participé à cette table ronde. Alors, je voyais une petite question qui demandait à Quentin s'il pouvait rappeler son parcours d'études. Il l'a énuméré au début de la table ronde, donc n'hésitez pas. Vous pouvez la avoir en replay. Cette table ronde, elle sera disponible dans un instant. Pour cela, il suffit d'aller sur la page des table ronde et de relancer la vidéo. Pour information sur la suite du programme à suivre dans un instant en salle B à 15h25 et le développement durable dans tout ça, on en parlait, voilà, bien, vous allez pouvoir approfondir le sujet. En salle C à 15h25, découvrir un métier, comment s'y prendre, et puis à 15h35 en salle F, école de commerce vs université versus université. Voilà, on en a parlé aussi. Eh bien, ce sera l'occasion d'approfondir le sujet. Merci à tous d'avoir été avec nous. Je vous souhaite une très belle journée, un excellent week-end. Merci. Merci, au revoir. Merci à vous.